Pour ce second épisode du Tour de Science, j'ai eu la chance de m'arrêter à Sète et d'aller à la rencontre de Jérôme Bourgeat. Jérôme Bourgeat, donc moi je suis chercheur à l'UMR Marbeck et je travaille essentiellement à essayer de comprendre comment les animaux, les poissons, parce que je travaille en milieu marin, se déplacent dans l'eau. Il travaille à l'UMR Marbeck qui a pour raison d'être de produire et diffuser des connaissances, former des scientifiques et former des expertises dans le domaine de la biodiversité marine et ses usages, principalement en Méditerranée et dans les écosystèmes marins tropicaux. C'est un regroupement d'instituts de recherche qui vont en fait travailler au même endroit ensemble parce que plus on est fort en fait. L'UMR Marbeck a 4 tutelles principales, l'IFREMER, l'IRD, le CNRS, l'Université de Montpellier et une tutelle secondaire, l'INRAE. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une UMR, une unité mixte de recherche, parce qu'elle possède des chercheurs affiliés à différentes tutelles qui vont travailler ensemble sur un même site. Concrètement, parmi ces différentes tutelles, 58 sont employées par l'IRD, 63 par l'IFREMER, 23 par l'Université de Montpellier, 24 par le CNRS et 5 par l'INRAE. Ça fait beaucoup de personnes provenant de différentes tutelles et ce qui va permettre d'avoir une forte expertise. Alors l'UMR Marbeck, elle travaille vraiment en écologie marine et appliquée à tous les concepts de gestion des animaux qui sont exploités ou de conservation des animaux qui, eux, sont menacés, comme par exemple les tortues marines. Et ici en Méditerranée, une des espèces emblématiques, c'est ce qu'on appelle la dorade royale, ou la royale comme il l'appelle ici. En effet, la dorade royale possède de nombreux noms. Sparus aurata pour son nom scientifique, belle aux sourcils d'or car elle possède des taches dorées au-dessus des yeux, ou encore blanquette ou socanelle, voire gueule pavée en Bretagne. Ouais, clairement, tous les surnoms ne se valent pas, hein. Mais saviez-vous que si vous écrivez dorade AU, c'est pour définir spécifiquement la dorade royale. Donc place de la Dorade à Toulouse, c'est pour la dorade royale, par exemple. La dorade royale est un poisson généralement de 70 cm pour 2 kg, très présent dans la mer Méditerranée. La dorade royale occupe une place centrale dans l'équilibre économique de la filière professionnelle méditerranéenne, car très appréciée en gastronomie. Ce qui fait qu'elle est très prisée. Et qui dit très prisée dit très pêchée. Et c'est important pour des espèces qui sont exploitées de comprendre comment elles fonctionnent parce que sinon on peut tomber rapidement dans la surexploitation ou en tout cas s'il se passe quelque chose, si on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'espèce, il faut avoir les billes, bien la connaître au niveau écologique, au niveau de la biologie pour pouvoir essayer d'intervenir avant que l'espèce disparaisse comme c'est le cas de nombreuses autres par le passé. Mais du coup, pourquoi la dorade et pas un autre poisson ? Pourquoi la dorade? C'est parce que déjà, on ne peut pas travailler sur toutes les espèces, il y en a plein dans la mer, notamment en Méditerranée. Donc on s'est quand même focalisé sur une espèce qui était de haute importance économique en fait pour la filière pêche. La dorade, c'est une des principales espèces qui sont pêchées par la pêcherie artisanale côtière professionnelle en Méditerranée française. Ouais. Et la dorade et le loup, donc ces deux espèces, le loup tout le monde connaît, le bar. Et en fait, elles deux, elles représentent une grosse part, plus d'un quart du chiffre d'affaires de toute la pêcherie artisanale française en Méditerranée. Donc elle est très structurante pour la filière. Parce que bien que la dorade soit pêchée depuis longtemps, on ne sait pas grand-chose sur son mode de vie. Et donc c'est marrant parce que moi, quand je suis arrivé de La Réunion pour commencer à travailler en Méditerranée sur les ressources côtières, les ressources phares, ça restait le loup et la dorade. Et je me suis dit, on connaissait déjà tous ces espèces. Et je me suis aperçu qu'elles étaient très bien maîtrisées en termes d'aquaculture. C'est les deux espèces phares en Europe en fait, aquacoles. Mais en fait, en termes d'écologie spatiale, entre autres, on n'y connaissait pas grand-chose. Personne n'était capable de nous dire où se reproduisait la dorade. Ce qui est dommage parce que si les activités humaines empêchent la reproduction des dorades, au bout d'un moment, il n'y en aura plus. On était en incapacité de dire comment bougeaient les poissons, la dorade, et quel site de reproduction elles utilisaient dans la région de la Méditerranée occidentale. Et c'est là qu'intervient le projet ConnectMed et ResMed de Jérôme. L'idée vraiment du projet, c'était d'essayer de comprendre comment ces poissons vont bouger. On sait qu'ils sont dans les étangs à certains moments. On sait, parce que c'est très connu, la dévalaison des dorades, elles vont toutes sortir en même temps, mais on ne sait pas du tout. On ne savait pas du tout ce qu'elles allaient faire. Donc l'idée du projet, c'est de comprendre comment elles utilisaient les lagunes. S'il fait très chaud, est-ce qu'elles bougent, est-ce qu'elles ne bougent pas? À quel moment elles sortent? Pourquoi elles sortent à ce moment-là? Et surtout, où est-ce qu'elles vont? Pendant combien de temps? Pour faire quoi? Vous avez déjà vu qu'il était possible de poser des balises sur des requins, des tortues ou des thons pour suivre leur position. Sauf que pour les dorades, c'est pas possible.
Parce qu'en fait, ce genre de système, pour les thons, requins et tortues, c'est des systèmes qui vont envoyer des ondes satellites et retracer la position un peu comme un GPS. Sauf que ça demande beaucoup d'énergie et du coup une grosse batterie qui prend de la place. Et ça, c'est pas possible pour les dorades. C'est pour ça que le projet utilise une autre technologie, la télémétrie acoustique. Alors c'est quoi? C'est un petit émetteur acoustique, donc qui va émettre des ping à fréquence connue, et qui va être écouté par une station d'écoute. Une station d'écoute, c'est juste quelque chose qui va écouter exactement cette fréquence du ping. Donc quand le poisson passera à côté d'une station d'écoute, la station dira « Ah ben tiens, j'ai la dorade 728 qui est passée à côté de moi tel jour à telle heure ». Les balises, ce sont des petits boîtiers noirs qui sont insérés dans le ventre de la dorade. Alors pas de panique, hein. Comme pour une chirurgie classique, le poisson est endormi, placé sur une sorte de table d'opération spéciale poisson. On fait une petite incision, on referme et la balise ne gêne pas le mouvement de la dorade. Et la station d'écoute qui va recevoir le signal de la balise, c'est une sorte de bouteille noire et bleue. En fait, on va avoir un compartiment qui va être plus le compartiment des piles en bas. Et en fait, la partie importante, c'est la tête, avec ce téton-là, qui est donc la partie essentielle qui va écouter ce son qui va être émis par une marque. Et cette marque, le son va traverser, va circuler dans l'eau et elle va l'enregistrer. Et si on a un gros réseau d'écoute au niveau régional, on peut être en capacité de dire que cette dorade est passée là à ce moment-là, ensuite là-bas, ensuite là-bas, ensuite là-bas, et on retrace la trajectoire de ce poisson-là dans l'espace, mais aussi dans le temps. On a vu large parce qu'on ne savait pas trop en fait au départ si ces poissons allaient aller très loin ou s'ils allaient rester proches. Donc on a pris quand même une marge de manœuvre assez importante puisqu'en fait on a créé un réseau qui s'étend au-delà de la frontière espagnole avec nos partenaires espagnols et qui côté français va s'étendre jusqu'au niveau du parc national des Calanques qui est quand même une zone où on sait très riche en dorade entre autres. Ah ouais, donc ce projet, c'est pas nous tout seuls ici, on n'aurait pas eu la capacité de mettre en place ça. Donc on a un réseau qui a plus de 250 stations d'écoute, donc 250 hydrophones qui sont déployés dans l'eau, chacun avec des systèmes différents qu'il faut aller voir tous les ans pour récupérer les données. Vous imaginez bien que ce n'est pas 2-3 personnes qu'on arrivera à faire ça. Donc en fait c'est un projet multi-partenaire. On a l'ensemble des parcs marins entre les Calanques et la frontière espagnole qui sont partenaires de ce projet-là. On a d'autres équipes de recherche comme une autre UMR qui s'appelle le CEFREM, côté Perpignan, qui sont partenaires de ce projet-là. Et on travaille tous la main dans la main en fait pour déployer un maximum de marques. Et aujourd'hui, pour avoir une idée, sur les 400 dorades qu'on a marquées dans le cadre de ce programme-là, on a récupéré à peu près 2,5 millions de détections. Donc ça fait 2,5 millions d'informations de dorades qui sont passées à cet endroit ce jour-là. Et une des questions qui était extrêmement intéressante en termes d'écologie, c'est de savoir est-ce que comme le saumon, c'était une espèce qui, après une migration de reproduction, revient sur son site d'alimentation, si elle est fidèle à son site d'alimentation. Est-ce que la dorade de taux, qu'on voit une année, est-ce que l'année suivante, on revoit cette dorade à taux? Ou est-ce qu'elle est allée ailleurs? Voilà, des questions passionnantes. La première chose qu'ils ont découvert, c'est que la dorade se déplace sur de très grandes longueurs, jusqu'à l'Espagne pour certaines. Alors, un des résultats phares de cette étude, c'est qu'on a donc marqué des poissons dans différentes lagunes du golfe du Lion, donc dans la lagune de Thau, dans la lagune de Leucate, dans la lagune de Berre, côté marseillais, et on a regardé ces mouvements. On s'est aperçu quoi? Qu'à la fin de la période de l'été, ces poissons sortent des lagunes, partent tous, presque tous, dans la zone marseillaise, s'y retrouvent tous ensemble, la dorade de Thau, la dorade de Leucate, la dorade de Berre, se reproduisent pendant un mois, et ces poissons vont ensuite repartir, mais pas n'importe où. Ils vont rejoindre leur lagune d'origine. Donc la dorade qui est partie au Calanques se reproduire, elle revient quelques mois après dans sa lagune d'origine pour continuer à s'alimenter. Et là, le schéma est pareil pour toutes les lagunes, toutes les dorades de toutes les lagunes qu'on a dans le golfe du Lion. C'est-à-dire que d'une part, il y aurait un effet de homing, donc toutes les dorades qui retournent chez elles, et d'autre part que toutes les dorades migrent au même moment pour aller au même endroit, près de Marseille, pour les phases de reproduction. Sauf le cas de Leucate, on ne sait pas pourquoi. Si on a les 3/4 des dorades qui partent bien dans la zone marseillaise pour se reproduire et rejoindre toutes les autres, on a en fait une petite partie qui elle va migrer côté sud, côté espagnol, très probablement vers un autre site de reproduction qu'aujourd'hui on ne sait pas encore où il est. Et on essaie de travailler avec nos collègues espagnols pour essayer de le découvrir. Est-ce que justement c'est les prochaines étapes du projet? Oui, c'est une étape extrêmement importante parce qu'autant de connaître le mouvement des poissons en France, ça nous permet de mettre en place des systèmes de gestion, de réflexion avec les professionnels pour optimiser la gestion. Mais si on a une ressource qui est des fois chez nous, des fois en Espagne,
c'est extrêmement important de le savoir parce que du coup, les pêcheurs espagnols vont avoir une influence sur le stock de dorade qu'on a chez nous. Donc il faut mettre en place des coopérations, réfléchir en fait à de la gestion qui soit commune entre deux pays. D'où l'importance vraiment d'essayer de découvrir ce site et de travailler main dans la main avec les partenaires espagnols. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir, mais connaître le lieu et la période de reproduction des dorades est une énorme avancée pour comprendre l'espèce et la préserver en limitant la pêche dans cette zone à ces dates précises. Merci encore à l'UMR Marbec et à Jérôme Bourgeat pour m'avoir ouvert les portes du laboratoire et présenté ces recherches. Le bilan et les résultats de ces projets sont disponibles sur le site internet de l'UMR Marbec ou en description de cette vidéo. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager ou à parler autour de vous du Tour de Science, c'est ce qui permet de supporter le projet. Et on se donne rendez-vous à Gruissant, c'est à côté de Narbonne, pour parler de la vigne de demain avec l'INRAE Pêche Rouge. À très bientôt. Pourquoi avoir accepté de faire partie du Tour de Science? Parce que je trouve qu'il faut plus d'initiatives comme ça. Et je trouve que cette initiative est très dans l'air du temps déjà, cette approche en vélo, c'est pas un gros tournage d'une télé qui va venir avec son camion, boum boum boum, on fait ça en 3 minutes, etc. Il y a une vraie démarche de ta part qui est je prends mes jambes, je pédale pour aller voir différentes personnes qui ont bien voulu m'accueillir, donc ça c'est super. Et puis surtout, j'aime parler de manière plus humaine de cette science qui des fois est un peu brutale, qui doit être brutale, elle est pragmatique, la science c'est 1 plus 1 égale 2, ça fait pas 2,5 quoi. Et pourtant, 1 plus 1 égale 2, il y a une part de variabilité tout le temps, quoi. Et cette part de variabilité, on peut l'exprimer de manière beaucoup plus humaine sur nos ressentis, etc. Et c'est aussi des moments, à ce moment-là, de transmettre tous ces aspects-là, quoi. Et le message que j'ai pour les jeunes, et je pense que ça va faire partie de mon activité ces 10 prochaines années, ne perdez pas espoir. Les médias ont tendance à nous matraquer le fait que demain sera pourri. Demain, c'est la catastrophe, le changement climatique, on est dans une culture de la peur aujourd'hui qui, je comprends très bien, pour les jeunes, se disent il n'y a pas d'avenir en fait. Je pense, c'est mon avis, vous vous trompez. La résilience de la nature et les activités qui sont en train d'être mises en place par plein de monde qui sont bien, peuvent faire que les choses peuvent changer. Les choses changeront, le changement climatique va faire changer les choses. Mais c'est pas pour ça qu'on va avoir une nature grise, une mer sans poissons. Non, les choses vont s'adapter. La mer a toujours su s'adapter au fil des ans. Là, c'est plus rapide, c'est d'autres systèmes, d'accord. Mais je ne peux pas concevoir aujourd'hui de vivre dans un monde où il n'y a pas d'avenir. Moi, je sais, en tant que chercheur, je vois comment les choses bougent. Il y aura un avenir. Il n'est pas forcément moche. Et il faut continuer à agir pour qu'il soit beau au futur. Donc, allez-y, croyez en ça, parce que moi, j'en suis convaincu, en tout cas.